Alors, je ne vais pas dire que nous entrons dans le cœur du sujet parce que nous y sommes depuis le début, mais maintenant nous allons nous intéresser au problème du financement. On a vu qu'au-delà de tout le cadre législatif, réglementaire, bureaucratique, se posaient de véritables questions de financement. Le nucléaire est capital intensive, mais ça nous le savions, mais c'était évidemment confirmé. Ça demande beaucoup de temps pour le construire, ce qui pose des questions financières considérables, que des investisseurs attendent une décision sur la taxonomie parce qu'ils veulent savoir dans quelles conditions ils pourront recouper, comme on dit en anglais, leurs investissements. Probablement que les schémas classiques de financement ne sont sans doute pas très appropriés à des défis, je répète, qui sont finalement de l'ordre du siècle. Donc, comment et pourquoi pourrait-on financer, modifier ou diversifier les modes de financement ? Il n'y a pas que le coût du capital, vous avez vu qu'il y a beaucoup de risques aussi qui sont indépendants et qu'il faut assumer. Est-ce que les prix, les signaux prix, le prix à long terme, est-ce que c'est un concept que l'on peut envisager ou quel autre type de garantie ? Donc voilà toutes des questions qui sont loin d'être exhaustives. Et donc, Madame Colucci, je vais vous proposer, merci d'être là. Donc nous avons le bonheur d'avoir la Commission européenne. Donc je répète le bien que j'en disais tout à l'heure, c'est quand même la moindre des choses. Et c'est avec grand plaisir que nous vous écoutons. Oui. Alors, n'hésitez pas à vous présenter davantage si vous le souhaitez. Alors, bonjour. Donc, Anna Colucci, je suis directeur à la DG Concurrence et j'entendais les... bien. Et, tout à fait. J'ai entendu justement tout à l'heure un certain nombre de questions sur les aides d'État et sur le lien avec la taxonomie. Alors, je n'avais pas prévu de parler de la taxonomie dans ma présentation, mais ce que je souhaite faire, c'est vous donner un aperçu donc, du rôle de la Commission dans le contrôle des aides d'État dans le secteur du nucléaire, vous expliquer quelle a été la pratique décisionnelle et ensuite tirer quelques leçons sur quels sont les éléments qui guident notre analyse. Donc, j'essaierai de ne pas le faire trop techniquement, mais parfois c'est inévitable, mais je vais essayer de le simplifier autant que faire se peut. Peut-être pour commencer cette présentation, je souhaiterais parler d'une évidence, mais que parfois on oublie, c'est que la Commission, en tout cas à la concurrence, nous sommes des fonctionnaires, nous analysons de façon tout à fait impartiale, et je dirais froide, sans cœur, simplement les faits. Nous ne sommes ni pour ni contre le secteur nucléaire, et d'autant plus que le traité nous demande de rester neutre. Le traité donne aux États la liberté de leur choix, le choix sur leur bouquet énergétique. Et nous l'observons. Et la Cour nous le rappelle, pas plus tard qu'en septembre de l'année dernière, sur un cas très important pour le nucléaire, le Hinkley Point jugement, la Cour a bien rappelé que les États membres ont ce choix, ont cette liberté, et dans l'examen des aides d'État, nous n'allons pas nous prononcer là-dessus. Notre examen est uniquement d'un point de vue de la concurrence. Donc je pense que c'était important de le dire. Ensuite, dans le domaine nucléaire et dans le domaine des aides d'État, nous avons la particularité de baser notre analyse concurrentielle non pas sur un seul traité, non pas sur une seule base juridique, qui est l'article 107.3c. Désolée d'être légaliste pour ce qui concerne les aides d'État, mais également sur le traité Euratom. Et la conjonction de ces deux traités fait que nous traitons le nucléaire, je dirais, de façon plus conciliante, si je puis le dire de cette façon-là, puisque cela nous permet d'approuver des projets individuels sur de très longues durées. Généralement, on a parlé de Pax ou de Hinkley Point, ce sont des projets sur 35 ans. Alors que dans le domaine des renouvelables, qui sont examinés sous l'angle des lignes directrices et non pas directement sous le traité, les projets individuels ne sont pas autorisés et évidemment les durées sont bien plus courtes. On parle là d'une quinzaine d'années. Mais c'est normal, il faut qu'on prenne en compte les spécificités techniques des technologies que nous allons examiner. Donc ça se comprend. Alors, il faut bien reconnaître que la pratique décisionnelle est quand même un peu limitée. Dans les 10 dernières années, nous n'avons eu que 2 cas.
à traiter. Donc voilà, les leçons que je vais en tirer valent ce qu'elles valent, mais j'espère qu'elles seront néanmoins éclairantes. Donc nous avons eu 2 cas, c'est le cas Hinkley Point en 2014 et puis le cas Pax hongrois en 2017. Alors, dans le cas britannique, on avait instauré, enfin, le Royaume-Uni avait instauré un mécanisme de soutien des prix, ce qu'on appelle le Contract for Difference, que je crois les prochains interlocuteurs vont développer, afin de garantir des recettes stables à l'exploitant de la centrale nucléaire, et ceci pour une période de 35 ans. Lorsque le prix du marché auquel est vendue l'électricité est inférieur au prix d'exercice, alors les autorités s'acquittent de la différence. À l'inverse, lorsque le prix du marché est supérieur au prix d'exercice, c'est l'exploitant qui est tenu de verser la différence à l'État. Dans un cas comme dans l'autre, et c'est ça l'intérêt de ce genre de mécanisme, l'exploitant de la centrale nucléaire bénéficie au bout du compte d'un niveau fixe de recettes, et aussi est protégé dans une certaine mesure, même dans une mesure certaine, des risques du marché, notamment des risques pris pendant la durée du programme. Dans ce cas-ci, l'exploitant bénéficie également d'une garantie d'État pour contracter sur les marchés financiers les montants nécessaires pour couvrir sa dette afin de construire sa centrale, et ceci moyennant le paiement d'une prime. Donc la prime a été revue à la hausse, et il y avait un autre mécanisme qui était important dans ce cas-ci, c'est qu'on a prévu 2 mécanismes d'ajustement des prix. Un premier basé sur l'évolution constatée des coûts d'opération, l'OPEX, et un deuxième qui était lié au potentiel profit excédentaire de l'exploitant. Donc, la Commission avait demandé qu'il y ait un partage de dégâts, un mécanisme de partage des dégâts qui soit mis en place au cas où le retour sur l'investissement excéderait le niveau qui avait été anticipé au moment de la construction de la centrale. Et ce profit excédentaire serait distribué à part égale entre le consommateur britannique et l'exploitant par le biais du prix d'exercice. Donc ça, c'était le système qu'on a eu dans le cas de Hinkley Point. Dans le cas de Pax, là, la Hongrie a souhaité accorder une aide à l'investissement pour la construction donc, de 2 nouveaux réacteurs sous la forme d'un prêt garanti par l'État russe. Dans la décision finale, la Hongrie a pris un certain nombre d'engagements assez substantiels pour limiter les distorsions de concurrence. Et je vais les énumérer brièvement, mais après je reviendrai aux leçons qu'on peut en tirer. D'abord, c'est pour éviter la surcompensation de l'exploitant de PAX2, les éventuels bénéfices réalisés par PAX2 seraient utilisés soit pour rembourser la Hongrie pour l'investissement, soit pour couvrir les coûts normaux d'exploitation de PAX2. Mais ces bénéfices-là ne peuvent pas être utilisés pour être réinvestis dans la construction ou l'acquisition de capacités de production supplémentaires. Deuxièmement, pour éviter le pouvoir de marché de l'opérateur historique, car c'était MVM, l'opérateur historique qui était à la manœuvre, eh bien, dans PAX2, cet opérateur a une séparation sur le plan fonctionnel et juridique entre l'exploitation de la centrale et les autres activités. Et donc, les profits réalisés par cette entité ne peuvent être utilisés pour la construction d'autres capacités de production et doivent être reversés à l'État hongrois. Et troisièmement, afin d'assurer la liquidité du marché, PAX2 doit vendre 35% de sa production sur le marché, la bourse de l'électricité, et le reste doit être vendu selon des modalités objectives, transparentes et non discriminatoires. Encore une fois, pour s'assurer, et ceci par le biais de ventes aux enchères, encore une fois pour s'assurer qu'il y ait une liquidité sur le marché. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette pratique décisionnelle limitée, je le répète, c'est que fondamentalement,
notre contrôle des aides d'État dans le nucléaire n'est pas si différent que dans d'autres secteurs ou dans d'autres technologies. D'abord, la Commission examine s'il existe une aide, si l'existence de l'aide est avérée, et ensuite, si celle-ci est en effet présente, cette aide doit être limitée et proportionnée aux objectifs poursuivis. Donc, dans les deux cas, la Commission a effectivement constaté qu'il n'y avait pas d'investisseurs privés qui étaient prêts à intervenir. Deuxièmement, l'État n'intervenait pas comme l'aurait fait un investisseur privé, étant donné les risques présents, la durée qui était en jeu. Et donc, ceci nous a permis de dire, ben voilà, il y a une défaillance de marché, l'État est intervenu, il y a existence d'aide d'État. Alors maintenant, si la situation venait à changer, et si les investisseurs privés intervenaient davantage, eh bien nous, on devrait aussi reconsidérer notre politique des aides d'État. Alors, autant que faire se peut, alors une fois que l'aide est constatée, cette aide ne doit pas conduire à des distorsions de concurrence sur le marché, ni sur la formation des prix spot, ni forward. L'aide doit être accordée de façon à ce que la concurrence demeure. Alors, on a analysé les distorsions de concurrence sous deux angles. Premièrement, on s'est assuré que cet investissement aidé par l'État ne crée pas des barrières à l'entrée ou à l'investissement d'autres technologies. Deuxièmement, l'aide, assez souvent dans le nucléaire, bon là on n'avait que deux cas, mais on connaît plus ou moins la situation en Europe. S'il y a aide à donner à des opérateurs, ce sont souvent des opérateurs historiques, dominants, et donc on doit faire en sorte que, en accordant cette aide, finalement, on ne va pas permettre à l'opérateur d'affecter le marché de manière anticoncurrentielle, de manipuler les prix. Et donc ça, c'est un élément important. Et troisièmement, dans le cas d'opérateurs qui ne sont pas seulement actifs dans le nucléaire, et qui sont aussi actifs dans d'autres secteurs, on doit s'assurer que l'aide qui est accordée à l'entité nucléaire ne va pas finalement être utilisée dans d'autres secteurs en concurrence. C'est pour ça que le mécanisme de Contract for Difference qui a été utilisé dans le cas de Hinkley est un mécanisme on trouve assez bon, assez intéressant, parce qu'il permet de contrôler la surcompensation et d'inciter le bénéficiaire à produire de manière efficace, puisqu'on lui laisse une part du risque opérationnel, tout en apportant des garanties importantes. Parce que bon, le bénéficiaire, il a besoin d'avoir cette garantie sur l'investissement et une certaine stabilité des prix. Donc c'est gagnant-gagnant, si vous voulez. Alors, je vais terminer cette présentation en relevant que bon, les logiques de marché jusqu'à présent dans le nucléaire, il n'y en a pas tellement, et pour cause, on en a parlé. Mais la question peut se poser si, avec les prix, la flambée des prix actuels, ceci pourrait changer. On sait que dans certains pays, on a considéré même que dans la situation actuelle, le nucléaire, avec les renouvelables, retirer une rente importante de cette flambée des prix. Bon, c'est ce qui s'est passé du côté de la péninsule ibérique. Mais en mettant ceci de côté, c'est une question peut-être qu'on peut se poser. Et je voudrais faire un petit retour en arrière dans l'histoire, parce qu'il y a eu dans le passé en France des logiques de marché dans le nucléaire qui ont été mises en œuvre. Par exemple, il y a eu le cofinancement de la construction de certaines centrales françaises d'EDF
qui avait été faite par plusieurs producteurs européens, et ceci dans les années 70-80, en échange de droits de tirage sur la production de ces centrales. Je trouve que c'était quelque chose d'intéressant. Voilà. Encore une fois, pratique limitée, examen par la Commission qui est somme toute assez classique et qui prend en compte les réalités du marché. Pour l'instant, il y a des défaillances de marché. Est-ce que ceci va changer dans le futur? Comment ceci pourrait affecter notre examen? C'est à voir. En tout cas, ce que je souhaiterais répéter, c'est que la question de la taxonomie, peut-être je pourrais en parler ensuite, elle est citée par exemple dans nos lignes directrices sur les aides d'État à l'énergie et à l'environnement. Mais comme je le disais tout à l'heure, ces lignes directrices ne concernent pas le nucléaire. Le nucléaire est examiné directement sous le traité. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, pour cette intervention. Il ne contredit pas le bien que j'avais dit tout à l'heure, donc je m'en réjouis. Mais je pense que c'est tellement très important d'entendre ce qu'on vient d'entendre maintenant pour montrer que non seulement la doctrine, mais la jurisprudence, si j'ose dire, que vous avez rappelée, va dans le sens que beaucoup d'entre vous, vous avez souhaité, c'est-à-dire au cas par cas peut-être, mais en tout cas des jugements de fond tenant compte du traité Euratom, du traité de Lisbonne au sens large du terme, etc. Donc, et vous avez à plusieurs reprises confirmé qu'il y a des mécanismes où objectivement ce sont des aides d'État. Il faut d'ailleurs se souvenir que les aides d'État en principe ne sont pas interdites, mais elles sont soumises à conditions. En principe, si. C'est une manière jésuitique, manière jésuitique de le dire. Enfin, peu importe. Mais je veux dire que la Commission, dans sa grande sagesse, si j'ose dire, a clairement confirmé dans les deux cas que vous avez cités qu'il y avait des réponses. Alors peut-être ne sont-elles pas jugées satisfaisantes par les opérateurs, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas il y a des possibilités juridiques très claires. Le paradoxe, c'est sans doute que ce sont les Britanniques qui ont montré le chemin et puis qui se sont enfuis, mais enfin ça c'est une autre question, mais en tout cas je pense que la démonstration qu'ils avaient faite pour notre communauté était quand même très limpide sur l'imagination, la créativité et le respect des traités. Alors, je vais me tourner vers mon autre voisine. Alors, je vous dis tout de suite que, pardonnez-nous une certaine familiarité, mais nous nous connaissons depuis très longtemps, donc je vais me permettre de tutoyer Valérie, qui va sans doute faire de même. Vous savez qu'en français, ça traduit... Je dois même vous dire que mon arrière-grand-mère est née dans la circonscription de Jean-Paul. J'ai une arrière-grand-mère belge. Donc, Valérie est l'incarnation de la Société française d'énergie nucléaire depuis de nombreuses années. Donc, Valérie, est-ce que tu pourrais... sans doute pas une seconde, nous donner ton point de vue sur cette question. Donc, on parle financement. Absolument. Donc, en fait, tu as dit, Jean-Paul, qu'on était dans un grand moment d'effervescence exceptionnelle au niveau européen. Donc, oui. Oui. Et donc, on est aussi dans un moment exceptionnel d'effervescence au niveau français sur plein de décisions qui doivent être prises et qui, en plus, sont débattues dans la campagne électorale qui a déjà commencé. Et on a eu des annonces très importantes de notre président cette semaine. Et il y a plusieurs décisions importantes qui sont attendues, dont le renouvellement du parc nucléaire et donc un programme de construction neuve. Donc, un des points sur lesquels je voudrais insister, c'est un peu aussi comment c'est perçu de la part du citoyen dans ce que je vois, puisque nous, on a une mission de décryptage vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des leaders d'opinion, pour essayer de, quand il y a une annonce, d'expliquer ce qui se passe, enfin, de manière simple. Il y a trois, en fait, dimensions différentes. La première, c'est le financement du parc actuel, qui, pour le citoyen, correspond en fait au prix de l'électricité aujourd'hui, c'est ce qu'il voit, et puis bien sûr pour EDF, la question de l'Arenh. La deuxième dimension, c'est comment va être financé ce programme de construction de nouveaux nucléaires. Donc c'est les nouvelles capacités. Et puis la troisième, c'est le financement de l'innovation, qui était un sujet sur lequel on avait assez peu discuté jusque-là. Alors pour nous, ça vient de rentrer dans notre univers puisque le gouvernement le président a fait une annonce d'1 milliard d'euros pour l'innovation nucléaire. Donc, et avec des schémas d'innovation assez innovants. Donc voilà, donc je vais parler un peu de ces trois dimensions-là très rapidement, puisque je sais qu'il y a deux autres personnes. Donc, à court terme, le prix de l'électricité, il faut savoir que pour les Français, c'est juste incompréhensible ce qui se passe, puisqu'en général, les Français ne savent pas qu'on peut faire de l'électricité avec du gaz.
ils ne connaissent pas le concept de centrale à gaz. Alors on en a 11, hein, mais pour les Français, il y a du nucléaire et des renouvelables. Donc ils n'ont toujours pas compris pourquoi le gaz avait un effet sur l'électricité. Donc on leur a dit c'est l'Europe et c'est le marché libéral. Donc ce n'est pas bon pour l'image de l'Europe, évidemment. C'est difficile à comprendre. On s'est rendu compte à cette occasion que l'électricité était plus taxée que le gaz, puisque historiquement, on avait une taxe sur l'électricité qui était censée financer des renouvelables. Maintenant, ils sont financés directement par le budget de l'État, mais la taxe est restée et contribue au budget de l'État. Donc on se retrouve dans une situation paradoxale où c'est l'énergie qu'on veut favoriser qui est bas carbone, qui est plus taxée que l'énergie qui émet beaucoup d'électricité. Voilà, donc ça c'est aussi rentré dans la compréhension et dans l'univers, ce qui est un peu compliqué. Donc je ne vais pas m'appesantir parce que je pense que vous connaissez le sujet. Il y a la question évidemment de l'Arenh qui est du coup revenue aussi dans le débat avec qu'est-ce que va remplacer l'Arenh et le fait que le parc nucléaire, où il y a des investissements très importants, hein, il y a actuellement un investissement que vous connaissez de rénovation du parc qui coûte 50 milliards entre 2015 et 2025, qui est supporté par EDF, mais les prix de l'Arenh n'ont pas augmenté depuis 2011. N'ont même pas suivi l'inflation qui a été de 8% depuis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie court terme. Alors ce programme des 6 EPR, donc on attend, enfin on sait qu'il est déjà dans la campagne électorale. Tous les candidats se positionnent. Alors, bon, certains disent que c'est un sujet de droite-gauche. Non, puisque le Parti communiste soutient le programme de renouvellement. On a un candidat ex-socialiste, Garnaud Montebourg, qui le soutient aussi. Mais tous les candidats se positionnent actuellement sur les 6 EPR à construire. Et on aura certainement plus d'informations. On n'a pas encore l'information sur le programme puisque l'instruction doit se terminer au mois d'octobre. Et là, on saura un petit peu quel est le contenu du travail qui a été fait entre EDF et puis le gouvernement. Ce qui a fuité, c'est qu'on sait que ça coûtera environ 50 milliards, hein, donc sur 3 paires. Et on sait déjà, parce que ça, on l'a beaucoup étudié à l'occasion d'Hinkley Point, en fait, la Cour des comptes anglaise avait fait, je pense que Michel en a parlé, une étude très intéressante qui montrait que le prix d'achat garanti était augmenté très rapidement en fonction du WACC. Voilà. Donc on avait intérêt à avoir un WACC bas pour avoir un prix d'achat garanti bas. Voilà. Donc pour ça veut dire, comme l'a dit Michel, partage de risque avec quelqu'un qui peut prendre ses risques. Donc en France, imagine rapidement que ça va être l'État français et avec des gains très intéressants. Hein. Par exemple, il y a des gens qui ont déjà publié des calculs qui disent, par exemple, nos 50 milliards, s'ils sont financés à 4%, ça fait un prix de l'électricité en dessous de 70 € mégawattheure. Pour du nucléaire neuf, c'est vraiment super, quoi. Voilà. En tout cas, ça sera dans le marché pour une ressource bas carbone pilotable dans les horizons qu'on considère. Voilà. Donc, comment faire en sorte que l'État... Alors, pour les Français, EDF, c'est un service public, c'est l'État. D'une manière générale, ils ne comprennent rien. Ils pensent que les coûts du grand carénage, moi, souvent des questions comme quoi le gros carénage serait payé par les gros contribuables. Donc, il y a des flous assez importants entre EDF et l'État. Donc, on ne pense pas qu'il va y avoir de sujet sur cette partie-là. Par contre, évidemment, il y a un sujet de comment ça peut se passer. Et ça rentre aussi dans la négociation avec Hercule, dont Alexandre en a parlé, voilà, la réforme EDF. Donc, nous, ce qu'on souhaite, ce programme, il est urgent. On est déjà dépassé le moment où on aurait dû lancer ce programme par rapport aux dates auxquelles le parc français va commencer à avoir 60 ans. Il faut savoir que le parc français a été construit extrêmement vite. C'est incroyable de le penser, mais il y a eu des années où on a mis 8 réacteurs en ligne. Mais ça a pour effet qu'ils arrivent tous à 60 ans en même temps. Donc, on a un effet falaise. Et donc, il faut commencer à construire maintenant. Donc, ce qu'on espère, c'est que l'État trouvera... un moyen en tout cas provisoire qui permettra de démarrer le projet en attendant que des décisions plus complexes sur la structure puissent être mises en place. Voilà. Alors, brièvement sur la troisième roue du carrosse, c'est le financement de l'innovation. Vous savez, Foratom a publié beaucoup là-dessus, qu'il y a assez peu de financement au sein d'Euratom pour l'innovation nucléaire. Alors, il y a un double problème. Le premier, c'est que déjà, le nucléaire a
quasiment pas accès au programme H2020. Alors, je vous le dis par là, c'est que Nucléaire, par exemple, investit actuellement énormément dans la transformation numérique. Comme toutes les industries, ils investissent sur toutes les technologies ou sur lesquelles investissent toutes les industries, que ce soit la robotisation, l'IoT, la transformation, tout ça. Et en fait, Nucléaire n'a pas pour l'instant trouvé un moyen d'avoir accès à ces fonds-là, voilà, qui sont des fonds disponibles pour tous les industriels. Ensuite, les fonds disponibles au niveau d'Euratom ne sont pas en général pour lancer des gros programmes d'innovation. Voilà. Donc, on a 2 exemples importants aujourd'hui. C'est l'exemple américain. Alors, je voudrais rappeler quand même quelques chiffres que je vais trouver quelque part. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a le programme ARDP qui a été lancé fin 2020. Donc, c'est 1,5 milliard de dollars par an pour les réacteurs avancés. Avec aujourd'hui 10 projets qui sont souvenus à différents stades. Ça peut être la conception, la négociation avec les autorités de sûreté, la certification, jusqu'à le début d'un prototype. Il y a 2 prototypes qui sont soutenus, dont celui avec Bill Gates, qui a déjà reçu 80 millions. Et puis le Japon, qui n'est pourtant pas un pays connu pour ses startups, a un programme qui s'appelle NextZip, qui est sur le même principe. Bon, là, c'est plutôt des consortiums de gros industriels qui répondent, mais c'est aussi des appels à projets pour réacteurs innovants. Donc, notre président a annoncé mardi 1 milliard d'ici maintenant à 2030 pour soutenir ces projets innovants. Donc on sait qu'il y a le projet français New World sur lesquels, bien évidemment, il y a déjà des collaborations européennes qui sont en route, ne serait-ce que sur la certification dans plusieurs pays à la fois pour avoir des effets de série. Mais il y a aussi un appel à ce qu'on appelle les AMR, Advanced Modular Reactors, qui sont en gros ce qu'on appelait avant la Gen 4, voilà, avec plusieurs technologies et un appel à des entreprises, ça peut être des startups, ça peut être des groupements d'industriels, à répondre sur ces projets avec un soutien, là encore, aux différents stades de conception et du développement. Voilà. Et je pense que c'est certainement le bon modèle pour faire ce que notre président appelle les innovations de rupture, c'est-à-dire think out of the box, et vraiment complètement remettre en cause la façon dont on voit l'innovation aujourd'hui dans le nucléaire, parce qu'on a des gens de talentueux, mais ils ont un peu une chape de plomb sur eux, en disant « oui, mais quand je vais en parler à l'autorité de sûreté ?» ou des choses comme ça. Donc c'est important de pouvoir vraiment avoir des structures un peu légères qui puissent think out of the box. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Il est clair que ce qu'on vient d'entendre confirme, si j'ose dire, les dispositions européennes, c'est que les États membres décident dans les limites de leurs compétences des choix des énergies, et à l'évidence, en France, il y a un choix qui est fait, ou qui semble se confirmer. On va en reparler dans un instant. Je souligne, parce que je pense que c'est aussi important, ça nous écarte des décisions précédentes de la Commission, mais c'est en effet le financement des innovations et de la recherche-développement. Ce n'est pas tout de financer les opérateurs, il faut aussi mettre au point des nouvelles technologies, des nouvelles filières, et je pense que ce sujet-là est souvent un peu laissé de côté, mais il est évident que les montants sont considérables aussi. Est-ce que vous êtes en ligne avec Helsinki? Enfin, Juha Poikola, Juha, do you hear us or do you see us? Hello, Juha, how are you? It's fine to have you back. I'm still waiting. I'm still waiting for the picture, but there we are. So you are online with us. I hope that you got the previous statements from the colleagues, and I would then suggest that you take the floor, because you are representing a company, a celebrated company, who started the process so many years ago. I'm looking to my French colleagues. Can you tell us how you feel about all this issue of financing? Because we all know that in Finland you were very creative with respect to this problem. You have the floor. Thank you, Paul. Let me start just saying the morning was very nice. Finland, I opened the biggest newspaper, and there were statements from 3 party leaders in Finland. I discussed this. Their statement was that the most important action in
party leader who was saying this message. And so the political support is good, but the topic is financing. So we are really, I think, the financial market is very active because the Olkiluoto 3 project has needed a lot of capital. And we have succeeded to get the money needed for the project. Currently, our debts are over 4 billion euros. And we refinance that amount, that debt regularly. So we are in the financial markets regularly, and it's all, of course, always tested what are the financial institutions, are they ready to put money into our investment. And the last one was in summer 2020, summer 2021, we issued a 600 million bond for the market, went nicely, and the interest rate was about 1.4%. So, if you think of the major delays and in Olkiluoto 3, and also the budget is getting over, so the situation in financial, so we are able to finance it very efficiently. And there's two reasons for that. Is of course the long performance that we have been, good performance from Olkiluoto 1 and 2 that we have done. So they are very success stories. And so that's the one base of our financing. But the second thing is this business model that we are using, which is called Mankala. And it's a risk-sharing system that our shareholders are committed to pay all our costs. Which is, and then we deliver the energy to them, electricity to them at cost. So this commitment gives them benefit that they get the electricity at cost. We don't make any profit, and we don't share any dividends. So, and that's the way we collect collect the money into the investment. We have lots of investors behind us. So if you restructure the ownership, so you find 10 industrial companies, about 50 energy companies in Finland. So that's a backbone of our equity financing, and they are sharing the risk because they are committed to pay the costs. So we have shown that it works well. Of course, the business has to be profitable, but the financing cost, as talked earlier, so it's a key part of the production cost. So we are able to keep it in a moderate level. So this is the shortly described our business model. I'll have to answer questions if there's any. Thank you very much, Juha. Please stay with us. Because it's really important that we keep in mind that there are the mechanisms, and that in Finland for many years you have created, I would say, an original system directly financed by the partners, and obviously it's working. So let's keep this in mind when we address the possible financial mechanism that we are looking for. Nous avons un quatrième intervenant en ligne, en principe, ça marche. Donc, bonjour, donc vous êtes Julien Tédé, bonjour, bienvenue. Je ne sais pas d'où vous nous parlez, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vous parle de Lyon. Eh bien, vous êtes le bienvenu. J'espère que vous avez entendu les propos précédents. Et donc,
Dites-nous donc ce que est ce si beau, sous ce aussi beau nom, Opéra Énergie. Opéra Énergie, nous aidons les PME et PMI à acheter leur énergie. Donc, merci de nous laisser l'occasion. Vous êtes le bienvenu. Comme Franck Romanovitch, je vais donc essayer de porter la voix des consommateurs de façon moins brillante, c'est certainement. Et là où Franck portait la voix des très grands consommateurs, moi, comme je vous l'ai dit, je vais porter la voix des entreprises et des PME et des PMI. J'étais ce matin avec un boulanger, vraiment avec un boulanger au téléphone qui voyait sa facture d'électricité augmenter de 60% entre cette année et l'année prochaine. Et il se demandait s'il allait pouvoir augmenter le prix de sa baguette. La crise actuelle des prix de l'électricité et du prix du gaz met beaucoup d'entreprises dans une situation compliquée parce que le contrat de fourniture des entreprises sont assis sur ce qu'on appelle les marchés à terme, c'est-à-dire le prix de l'électricité qui sera livré l'année prochaine, en 2023 ou en 2024. Ce prix de l'électricité, il était il y a un peu plus d'un an 40 €. Cet été, il était de 75 € le mégawattheure. Là, on a dépassé les 135 € du mégawattheure. On l'a expliqué, cette hausse du prix de l'électricité, elle s'explique par le fait que le prix de gros de l'électricité ne dépend pas du coût moyen de production, mais du coût de la dernière centrale à appelée. Et souvent, cette dernière centrale à appelée, c'est une centrale à gaz. Et donc, il y a une raison conjoncturelle qui fait que les prix de l'électricité explosent, c'est l'explosion des prix du gaz. Je ne reviens pas dessus, pas sur les raisons, mais quelques chiffres encore. Le prix du gaz, pareil à terme, il y a un an, 12 €. Cet été, 25 € le mégawattheure. Là, on a dépassé les 50 € du mégawattheure. Donc il y a cette raison conjoncturelle qui fait que les prix du gaz et de l'électricité explosent un peu partout en Europe. Je mets ça de côté dans un premier temps. Il y a une autre raison qui est davantage structurelle et qui explique aussi la hausse du prix de l'électricité depuis quelques années, c'est le prix des quotas CO2. Vous savez que les quotas CO2, c'est le coût de fonctionnement d'une centrale à gaz ou d'une centrale au charbon. Comme le prix du gaz ou le prix du charbon doivent payer leur quota CO2. Et dans le mécanisme du quota, les producteurs d'électricité à base de gaz et de charbon ont été les premiers à ne plus disposer du tout d'allocation de quotas gratuits. Donc ils payent leur CO2 plein pot. On a pu le voir dans la formule de Franck Romanovitch ce matin, il disait que le prix de l'électricité c'était 2 fois le prix du gaz, plus 0,4 fois le prix de la tonne de carbone. C'est à peu près le coût du fonctionnement d'une centrale à gaz. Effectivement, on dit qu'il y a à peu près, quand la tonne de CO2 prend 1 €, le mégawattheure d'électricité prend à peu près 50 cents. Ça dépend des années. C'est un ordre de grandeur. Et donc, en suivant cet ordre de grandeur-là, on voit que le prix du quota CO2 en 10 ans a été multiplié par à peu près 10. Il est passé de 7 € la tonne à plus de 65 € la tonne en ce moment. Et ça a eu un impact sur le prix de l'électricité. On estime qu'il y a aujourd'hui à peu près 30 € du mégawattheure, sur les 130 du prix de l'électricité actuel, il y a 30 € du mégawattheure qui vient ce coût du CO2. Et ça, je vais parler, je vais faire un peu un discours pro-bono, je vais parler du marché français, mais ça, pour un consommateur français, c'est quelque chose de largement contre-intuitif, ça a été souligné ce matin. On a un parc de production qui, grâce au nucléaire, il y a plus de 90% décarboné. Donc, quand on explique aux entreprises que le prix de l'électricité augmente à cause du prix du gaz et à cause du prix du CO2, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. Donc, on avait une première proposition à pousser. J'ai vu qu'elle devrait être inscrite dans la boîte à outils de la Commission européenne, j'en suis ravi. C'est d'utiliser les revenus des enchères de quotas CO2 pour aider les consommateurs. Aujourd'hui, ce système de quotas CO2, c'est un système qui est assez peu connu des consommateurs. Il y a assez peu de transparence là-dessus. Et à mon sens, on gagnerait non pas à le cacher, mais au contraire à le rendre plus transparent en disant oui, on va payer plus cher. Au-delà de l'électricité, ça va toucher d'autres prix. Il y aura une inflation liée au CO2. C'est l'essence de la transition énergétique qui est inévitable. Je pense qu'au contraire, il faut l'expliquer. Il faut dire que ce revenu des enchères de la CO2, aujourd'hui les États à l'échelle européenne, en 2021, on contredira
laquelle c'est à peu près 30 milliards d'euros qui est attendu, et on pourrait utiliser ce revenu pour aider les consommateurs, ménages ou entreprises, qui sont dans la situation les plus compliquées, à payer leur facture de gaz et d'électricité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui a été évoqué par Valérie Pelon, c'est la spécificité française du mécanisme ARENH. Alors, je vais le présenter éventuellement pour les non-français qui ne connaissent pas ce mécanisme-là. En France, tout consommateur, qui soit client de l'EDF, qui est fournisseur historique ou pas, tout consommateur bénéficie dans sa facture d'une part de prix de marché et d'une part d'un prix qui est le coût de production de nucléaire historique, qui est de 42 € du mégawattheure, donc sans commune mesure avec les prix du marché actuel. Et comme ordre de grandeur, il y a à peu près la moitié du prix de l'électron qui vient du marché et la moitié du prix de l'électron qui vient du mécanisme ARENH. Je fais une parenthèse. Pour cette raison, les consommateurs de gaz aujourd'hui en France vivent bien plus durement cette crise actuelle, parce qu'eux, ils peuvent avoir des budgets énergie qui doublent, plus que doubler, parce qu'ils prennent les évolutions du prix du gaz, la volatilité du marché du gaz à 100%. En électricité, on a quand même ce mécanisme ARENH, qui est très imparfait, Valérie Pelon l'a rappelé, son prix n'a pas changé depuis 10 ans, qui est très défavorable à EDF, mais il faut quand même rappeler que ce mécanisme existe depuis 10 ans et il permet à tous les consommateurs de ne pas être complètement ouverts à l'exposition sur les prix de marché. Donc, j'ai été ravi à la fois de la présentation de Franck Robanovitch du service d'intérêt économique général ce matin, et également que Anna Colucci se déclare favorable au montage de type CFD, parce que la deuxième proposition qu'on voulait pousser, c'était justement d'étudier le plus rapidement possible un renouvellement du mécanisme ARENH qui prend fin 2025, à la fois pour pallier ces problèmes actuels et pour peut-être en construire quelque chose de plus durable qui apporte de la visibilité pour les consommateurs dans le respect des règles de la concurrence. Et à mon sens, un mécanisme qui ressemble un peu à un CFD pourrait tenir la corde et répondre à tous ces objectifs. Merci beaucoup. Non, une minute pour conclure, parce que je voudrais vous remercier, même si c'était qu'indirectement que vous nous avez abordé la question du financement, mais c'est vrai que, d'abord, peut-être une remarque, si les coûts du gaz carbonique et de l'effet de serre sont ajoutés aux coûts pour les consommateurs, c'est dans l'ordre normal des choses si on a une politique environnementale. Donc, c'est évidemment lourd à porter, mais c'est dans le sens que l'on veut si on veut décarboner. Ce qui m'impressionne, c'est le bon... Oui. Justement, j'y venais. Et évidemment, les montants que vous citez au plan européen, ça représente une source considérable, une ressource considérable. Et je pense en effet qu'on serait en droit de se demander, mais quelle est la partie de cet argent qui sert effectivement à compenser, c'est-à-dire à investir dans des ressources décarbonées. Mais ça nous ramène à la question de fond. Donc nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps pour discuter. J'ai seulement une question. Parce que, et à juste titre, vous n'avez pas abordé ça, mais je reviens à ce que j'avais appelé tout à l'heure la question préjudicielle en voulant dire, est-ce qu'il y a un mécanisme à travers lequel on pourrait interroger la direction de la Commission, en l'occurrence, mais je vise la concurrence, est-ce qu'il y a un mécanisme qui permettrait d'interroger la Commission avant de faire quelque chose? Bon, vous avez réagi à Hinkley Point et au projet PAX sur la base des projets qui ont été déposés. Mais est-ce qu'un investisseur ou des investisseurs pourraient, je ne sais pas du tout dans quelles conditions, vous consulter, un peu comme on fait du ruling dans le système fiscal, où on demande aux administrations fiscales, tiens, si je fais cela, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce qu'un tel mécanisme existe à la Commission? Alors, en matière d'aide d'État, nos interlocuteurs sont les États. Ce ne sont pas les investisseurs privés. Oui. Donc, en général, s'il y a effectivement des idées, des projets qui ne sont pas encore mis en œuvre et l'État souhaite les discuter avec nous, il peut le faire très en amont.
Et certains États le font très en amont, avant même de venir avec une notification. Et discutent avec nous, nous présentent certaines idées, parce que parfois le projet n'est absolument pas abouti, il est vraiment à un aspect très initial. Et dans ce cas-là, alors on discute ensemble, on regarde quelles sont, est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce que de notre côté, on voit déjà que certains éléments ne seront pas facilement acceptables d'un point de vue de la concurrence. Et aussi, parfois, on attire l'attention de l'État membre sur certaines pratiques ou certaines best practices qui existent dans d'autres États membres et pour lesquels un État membre pourrait s'inspirer. Donc voilà, ce n'est pas l'investisseur qui vient vers nous, c'est l'État, mais il peut le faire. Merci pour la précision. Nous revenons au rôle des États. Donc, c'est évident. Enfin, notre ami Juha Poikkola n'est pas concerné puisque lui, il fait appel au marché, et semble-t-il avec succès, mais ça démontre une fois de plus la variété des positions au sein de l'Union européenne. Merci pour ça. Excuse-moi, peut-être tu peux dire un petit mot sur l'articulation État-société. Parce qu'à force d'entendre les États et jamais les acteurs de la société civile, on a quand même un énorme problème dans nos pays et à la Commission. Donc j'aimerais bien que tu dises un petit mot là-dessus. Avec moi, mais Anna, peut-être tu peux... Oui, désolée, je pourrais, parce que c'est très important ce que vous dites là, et c'est quelque chose que dans notre pratique des aides d'État, on essaye d'introduire dans nos discussions avec les États membres. Pour ceux qui ont déjà regardé notre projet de ligne directrice sur les aides à l'énergie et à l'environnement, nous avons introduit une obligation de consultation publique. Parce qu'assez souvent, les États viennent vers nous et on n'a pas le retour du marché des parties prenantes. Et le marché, il faut le voir au sens large, effectivement. Donc ça, c'est un élément que nous, on essaye de pousser et qu'on recommande. Donc je le trouve tout à fait pertinent. Donc le message est clair et on sait ce que la Commission souhaite ou attend. Donc il n'y a plus qu'à faire. Merci à toutes les deux. Nous devons en rester là, mais je pense... Et puisqu'on parle de financement, notre dernier volet, c'est évidemment de parler avec des financiers. Donc, si nos invités veulent bien me rejoindre...